Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale After Data. Ce soir, on va pas commenter un classico PSG-OM, on va commenter un autre duel, IA contre IA. On est dans une ligue où deux intelligences artificielles répondent au même prompt et un humain vote, A, B ou match nul. Et notre vrai match à nous, c'est DataIQ contre Databricks. On va voir ce que chaque plateforme permet de faire et ce que ça change en pratique. Bonsoir Ryan, bonsoir Nicolas, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de se retrouver sur ce plateau avec vous. Donc on va analyser le championnat ce soir, qui joue le plus, qui gagne le plus, et quel style de réponse plaise aux utilisateurs. Et surtout, on va essayer de comparer deux façons de travailler. Dans un premier temps avec DataIQ, très visuel et simple à prendre en main, puis dans un second temps avec Databricks, plus orienté code et plus puissant quand on veut pousser le raisonnement. Un utilisateur écrit une question, deux modèles répondent, A et B. Puis l'utilisateur choisit A, B ou s'il y a égalité entre les deux. Tout à fait Ryan, donc le dataset il reprend exactement ces battles. On a un prompt, une réponse A, une réponse B et un vote. Donc c'est un dataset qu'on est parti chercher sur Kaggle par un super consultant plutôt que prendre une idée classique comme on en a vu plein et plein et plein. Donc nous notre cible c'est une classification à trois classes, du coup on a A gagne, B gagne ou bien sûr l'égalité. Donc concrètement, imaginez un prompt du type expliquez-moi le big data. Si A répond en 10 lignes structurées et B en 2 lignes vagues, vous allez forcément préférer la réponse de A. Bien sûr. Donc notre job à nous, c'est de capter ce mécanisme, de comprendre pourquoi et bien sûr de le quantifier. On va alors utiliser ces systèmes de match entre intelligence artificielle pour faire deux choses. De un, classer les modèles, réussir à savoir qui on préfère, ChatGPT, Grok, Gemini, Claude ou d'autres. Et enfin, tester DataIQ et Databricks sur un même sujet pour voir un peu lesquels sont plus simples d'utilisation et nous permettre de mieux aboutir. Ici, on a un exemple de duel. On voit un match réel, même question, deux styles de réponse. C'est ce que l'utilisateur récompense souvent, c'est une réponse plus claire, plus structurée, avec un exemple quand c'est demandé. Et on va essayer de mesurer ça avec des features assez simples qu'on découvrira sur nos deux plateformes. Le match se joue en demi-temps. DataIQ, analyse rapide et visuelle, qui joue, qui gagne, pourquoi. Puis Databricks, plus de contrôle, features, modèles et analyse d'erreur. Tout à fait Ryan, donc j'aime bien votre analogie au foot, vous grands supporters de Marseille. Donc, ici DataIQ c'est le tableau tactique, donc c'est ce que vous voyez sur votre écran. Tout est en bloc, donc on suit le pipeline de bout en bout, c'est très facile d'utilisation, c'est très visuel. Donc on part des données, on a la préparation, les graphiques, le modèle. Pour un projet de groupe, ça a été très lisible et très simple de se partager ces données sur DataIQ. Donc là, du coup, vous mettez d'abord le dataset au propre. Tout à fait, mon cher Ryan. Donc la cible, c'est d'encoder proprement A gagne, B gagne, égalité. On veut quelque chose d'assez clair. Et du coup, une fois que c'est clean, on peut faire des stats et comparer les outils sans aucune ambiguïté. Donc comme vous le voyez sur ce premier graphique, on a les fréquences de modèles. Donc premier graphique, qui joue le plus. On voit vite qu'il y a quelques stars. On a GPT-4, GPT-3,5 qui apparaissent tout le temps et une longue traîne de modèles plus rares. Donc ce qu'on a, c'est des stats solides sur les stars et on va faire forcément un peu plus attention aux petits volumes. C'est comme juger un joueur sur 3 matchs alors qu'on peut le juger sur une saison complète, ça ne sera forcément pas la même fiabilité. Je repense à la L2 de Ryan par exemple qui était catastrophique et le voilà en Master 2. Donc là on a le deuxième graphique qui vient, donc c'est qui gagne le plus. On retrouve une hiérarchie assez logique et surtout quand on regarde le volume, plus un modèle a de match, plus son score est crédible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on voit aussi que A et B sont assez proches. Il n'y a pas de gros trucage lié à la position du fait d'être en position A ou en position B, ça n'a aucun impact. Jouer au Barnabéu ou au Vélodrome, pour Marseille c'est pareil, c'est une défaite. Mais du coup, je comprends pas très bien. Les matchs nuls, ça sort d'où? Alors ça c'est quand on voit ici apparaître un signal assez simple. Plus le prompt est long, plus on observe des égalités. Donc ce qu'on va nous traduire en mathématicien, c'est que quand la question est complexe, les deux réponses peuvent être bonnes car elles sont souvent très détaillées et l'utilisateur hésite. Donc là, ici, on regarde la différence de longueur entre A et B. Quand A est nettement plus long que B, A va gagner le plus souvent. Parce que plus long veut souvent dire plus détaillé. Mais attention, la longueur sans contenu, ça ne suffit pas à faire un bon modèle. Même logique pour la structure. Là, on a les listes, étapes, codes quand c'est pertinent. Quand une réponse est plus propre et plus facile à suivre, elle gagne plus souvent. En effet, quand on observe un listing sur une question qu'on a posée à une certaine IA, si la réponse est une liste détaillée, on a forcément plus envie de la choisir. Donc le vote de l'utilisateur capture aussi la lisibilité, pas juste la vérité. Donc on teste ensuite dans DataIQ un premier modèle rapide. Le score qui en résulte n'est pas incroyable, comme vous voyez, c'est à peine mieux que l'aléatoire, mais c'est normal, c'est une régression logistique sur du texte brut.
Ça comprend surtout des mots et pas de qualité sémantique. Donc l'intérêt ici, c'est d'avoir surtout une baseline, un pipeline prêt. Donc si je résume bien, DataIQ c'est rapide, clair, parfait pour une première version. En vrai. C'est tout à fait ça, Ryan, vous avez tout compris. Pour la deuxième mi-temps, on passe sur Databricks. Là, on change totalement de style, moins de blocs, plus de notebooks et plus de code, non? En effet, en échange, on a un peu plus de liberté pour tester des features, analyser ou perfectionner notre modèle. On commence alors, comme vous voyez ici, par la répartition des votes. Donc on voit ici pour nos différents labels, les votes qui ont répondu A, B ou égalité. On observe que c'est plutôt équilibré en moyenne, et donc on veut un modèle qui ne va pas oublier une classe, et surtout pas oublier l'égalité, parce que c'est ici où la complexité se trouve. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne faut pas que choisir A ou B, il faut aussi prendre en compte l'égalité, c'est ça? Exactement. Ensuite, sur Databricks, on va pouvoir ajouter des features simples sur notre notebook. Déjà, on va regarder la différence de longueur entre les réponses. Comme Charles l'a dit tout à l'heure, l'utilisateur va avoir tendance à préférer un prompt avec, une réponse avec 10 lignes qu'avec 2 lignes. Oui. Bien sûr, il aura plus de chances de trouver des détails et du contenu associé à son prompt que sur 2 lignes. Ensuite, on va regarder aussi des indicateurs de cohérence avec le prompt. Je m'explique. Si par exemple, on pose une question, on va demander de citer 3 avantages et 2 limites en, je sais pas, par exemple, moins de 150 mots, le prompt qui va respecter nos conditions va forcément être préféré par l'utilisateur que le prompt qui aura utilisé 200 mots et n'aura cité par exemple que 2 avantages au lieu de 3. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester plusieurs combinaisons. Pour les modèles testés, on a fait plusieurs combinaisons et on obtient mieux que la baseline DataIQ, autour de 0,43 en accuracy et une F1 macro autour de 0,42. Charles, tu peux me rappeler ce que c'est la F1 macro? Bien sûr, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas oublier une classe. On aurait pu privilégier le choix de la réponse A ou le choix de la réponse B, mais comme la F1 macro, elle est autour de 0,42 comme l'accuracy, ça montre bien qu'on n'a pas oublié de classe. C'est tout bon? C'est tout bon pour nous. Donc ce n'est pas magique, excuse-moi Ryan, mais ça montre qu'avec plus de contrôle sur les features, on progresse. Ok, là ce qu'on peut voir à l'écran, c'est la matrice de confusion. Donc là, on peut voir où ça gagne, où ça craque. En effet, la matrice de confusion sous vos yeux nous dit une chose assez simple. Le modèle se débrouille sur A et aussi sur B, mais il a un peu plus de mal avec l'égalité quand même. Souvent, quand c'est serré, l'humain va avoir tendance à mettre égalité. Et en effet, comme l'a dit Charles, plus les réponses sont longues, plus ça va être compliqué de trancher. Regardons maintenant l'AUC. Donc l'AUC est autour de 0,59, c'est mieux que le hasard, mais on est encore loin d'un modèle très fiable. C'est assez logique car juger la meilleure réponse est proche d'un jugement humain, donc c'est une tâche qui est assez difficile. Et si on revient au vrai duel qui nous intéressait à la base, on voulait regarder si DataIQ était meilleur que Databricks ou l'inverse. Donc qui est le meilleur et pour qui? Selon moi, mais c'est encore une fois selon moi, DataIQ est meilleur quand on veut aller vite, avoir un flow clair, vous l'avez vu quand on a voulu se partager les tâches, montrer ce qu'on avait à faire, c'est très très clair et assez rapide d'exécution, on fait des graphiques qui nous permettent d'expliquer sans se perdre dans le code, c'est très plug and play. Je suis d'accord avec ce que tu as dit Charles, mais de mon côté je pense que Databricks est quand même meilleur quand on veut plus de contrôle, quand on veut tester plusieurs versions, quand on veut mieux analyser les erreurs et penser plus gros projets. Databricks reste quand même plus technique, mais un peu plus puissant et plus poussé pour ce type de sujet. Les limites sur DataIQ, c'est que dès qu'on veut aller plus loin ou mieux, on veut personnaliser le modèle par exemple, on finit par coder beaucoup. Et à l'inverse sur Databricks, la prise en main est moins immédiate, il faut directement coder beaucoup comme dirait Charles. Mais l'inconvénient ici, la limite, c'est qu'il faut être très à l'aise avec les notebooks. Ouais. Ok, mais là il se fait vraiment tard, on va devoir rendre le plateau assez rapidement. Merci Charles, merci Nicolas, Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi After Data en tout cas. IA contre IA et DataIQ versus Databricks. Par exemple, pour rementionner la Big Data, explique Big Data. Explique-moi la Big Data.